Un huissier raciste a cassé la clavicule d'un adolescent mexicain. Il ne savait pas qu'il était le fils d'un juge célèbre. Mateo Alvarez avait 17 ans. Et si vous demandiez à quelqu'un qu'il connaissait vraiment, il vous dirait qu'il marchait comme quelqu'un qui avait 2 fois son âge. Les épaules carrées, le dos droit, le regard fixé, non pas par fierté ou par désir de paraître dur, mais simplement par quelqu'un qui s'intéresse au monde. Le genre de gamin qui écoute avant de parler et remarque les détails qui échappent à tout le monde. Il n'était pas le plus bruyant de la pièce, jamais le premier à lever la main. Mais quand il prenait la parole, les gens s'arrêtaient et écoutaient, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la confiance qu'il dégageait discrètement. Sa vie était courte, mais pleine de sens. Il se réveillait chaque matin avec l'odeur des tortillas fraîches ou du café, selon que c'était sa grand-mère ou sa mère qui était dans la cuisine. Leur appartement de 2 chambres se trouvait dans un petit immeuble de Westwood, en bordure du centre-ville, à quelques rues du palais de justice du comté. Le quartier n'était pas glamour, des murs décolorés par le soleil et le temps, le bruit des sirènes toujours présent, mais il avait du cœur. Mateo connaissait chaque fissure du trottoir, la routine de chaque voisin et, surtout, chaque raccourci entre la maison, l'école et la bibliothèque municipale où il travaillait à temps partiel. Chaque matin, il s'assurait que Camilla était habillée, les cheveux brossés et le sac à dos fermé avant de l'accompagner à l'école primaire du coin. Elle n'avait que 10 ans, mais elle était déjà vive d'esprit, posant toujours des questions sur les tribunaux et les lois qu'elle ne comprenait pas encore. Mateo lui répondait patiemment, lui racontant souvent des anecdotes tirées des livres qu'il lisait à la bibliothèque. Il lui racontait des histoires de justice, de gens qui se sont levés quand cela comptait et comment le système pourrait fonctionner si les gens bien restaient courageux. Elle croyait chaque mot, car son grand frère ne mentait jamais. Après l'avoir déposé, Mateo prenait généralement le chemin le plus long pour aller à la bibliothèque, passant devant le palais de justice. Il aimait passer devant, non pas parce que c'était impressionnant, même si les hautes colonnes et les marches de pierre dégageaient une sorte d'autorité silencieuse, mais parce que cela lui rappelait quelque chose de personnel, de sacré. Enfant, il avait passé d'innombrables heures devant ce bâtiment à attendre son père après les audiences, parfois perché sur le banc de marbre, une bande dessinée à la main, parfois simplement à regarder les avocats en costume défiler comme s'ils flottaient sur l'importance. Ce que la plupart des gens ignoraient, et ce que Mateo n'a jamais révélé, c'est que son père avait autrefois siégé à la plus haute magistrature de ce même palais de justice. Le juge Ricardo Alvarez était un nom influent dans les milieux juridiques californiens. Respecté pour son intégrité, admiré pour ses décisions fermes mais bienveillantes. Mais lorsque la mère de Mateo s'est décédée 8 ans plus tôt, tout a changé. Ricardo a démissionné sans cérémonie, sans interview d'adieu ni gros titre. Il a plié bagage, a déménagé la famille à 2 villes de là et a commencé une nouvelle vie de père discret, essayant d'élever seul ses 2 enfants. Il n'a jamais révélé à ses voisins ni à ses collègues qui il était. Il était devenu Monsieur Alvarez, l'homme qui entraînait l'équipe de Little League et préparait le meilleur posole de poulet du quartier. Mateo comprenait le silence. Le chagrin de son père était profond et il ne voulait plus de pouvoir, ni de reconnaissance. Il voulait juste la paix. Alors Mateo n'évoquait jamais le passé. Même quand les gens faisaient des remarques désobligeantes sur leur peau brune ou le quartier où il vivait, même quand les professeurs le sous-estimaient, même quand les gardes du tribunal le regardaient à 2 fois en passant, et il gardait la tête basse. Il marchait droit. Mais un jeudi matin de début mai, tout a changé. Kamla avait supplié d'assister à un événement de mentorat pour les jeunes du comté au palais de justice. C'était un programme conçu pour inspirer les jeunes, leur donner l'occasion de parler à des professionnels du droit, de poser des questions et de comprendre le fonctionnement du système judiciaire. Mateo l'avait inscrite dès qu'il en avait entendu parler. Il pensait que ce serait bon pour elle, encourageant même. Une façon pour elle de voir des gens qui leur ressemblaient travailler entre ces murs majestueux.
Il prit un jour de congé et l'accompagna lui-même, le soleil à peine à l'horizon, l'air épais du brouillard matinal. À l'intérieur du palais de justice, ils passèrent devant des détecteurs de métaux et se regardèrent en silence. Matteo gardait son sweat à capuche baissée et les mains dans les poches. Camilla serrait son poignet avec excitation. Ils suivirent les panneaux jusqu'à la salle de mentorat où un bénévole les accueillit avec un porte-bloc et un sourire chaleureux. Camilla rejoignit un groupe d'autres jeunes conduits dans la salle, les yeux écarquillés d'émerveillement. Matteo resta en retrait, adossé au mur juste à l'extérieur, lisant un exemplaire usé de « Ne tirez pas » sur l'oiseau moqueur qu'il avait emprunté à la bibliothèque la semaine précédente. Il était à la moitié d'un chapitre lorsqu'il aperçut un homme en uniforme s'approcher. Grand, large d'épaules, la coupe au bol et le regard dur qui ne sciait pas. L'huissier Travis Harlan. Au début, Matteo ne bougea pas. Il supposa qu'Harlan allait ailleurs, mais l'huissier s'arrêta devant lui et lui demanda ce qu'il faisait là. Le ton n'était pas neutre, il était tranchant, le genre de celui qu'on utilise quand on se croit déjà coupable. Matteo répondit calmement qu'il attendait sa sœur, qui était à l'intérieur de la salle de mentorat. Mais Harlan ne l'écouta pas. Il tendit la main, attrapa le poignet de Matteo et le décrocha du mur avec une force qui ne correspondait pas au moment. Matteo trébucha, pris au dépourvu et recula instinctivement, surpris. Il ne cria pas, ne se balança pas, il demanda simplement ce qui se passait, tenta de s'expliquer à nouveau. C'est alors que Harlan le poussa. Le dos de Matteo heurta violemment le mur. Le livre lui tomba des mains. Deux badauds jetèrent un coup d'œil dans leur direction, mais se retournèrent rapidement, peu disposés à intervenir. Harlan aboya une autre question, quelque chose comme flâner et correspondre à une description, mais Matteo l'entendit à peine. Sa poitrine battait fort. Sa main était toujours en l'air, paume ouverte, essayant de calmer la situation. Mais Harlan n'était pas intéressé par les explications. Il attrapa l'autre bras de Matteo. Et puis, sans prévenir, il s'écrasa la tête la première contre le sol en marbre. Il y eut un craquement sec et écœurant. Une douleur fulgurante traversa l'épaule de Matteo, paralysante et fulgurante. Sa joue heurta la pierre froide. Sa vision se brouilla. Puis retentit le cri, fort, sans filtre, rauque. C'était la voix de Camilla. Elle venait de sortir de la pièce et avait tout vu. Matteo ne pouvait plus bouger. Son bras gauche était tordu, comme s'il n'était pas normal. La pression dans sa poitrine l'empêchait de respirer. Du sang coulait de sa lèvre fendue sur le sol, formant une petite flaque sombre. Autour de lui, le couloir bourdonnait de murmures épars, mais personne n'intervint. Personne ne demanda à l'huissier d'arrêter. Personne ne proposa son aide. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils le chargèrent sur un brancard, tandis qu'Harlan se tenait à proximité, les bras croisés, le regard indifférent. Matteo vit le visage baigné de larmes de Camilla avant qu'il ne l'emmène. Il voulait lui dire que tout irait bien, que ça ne faisait pas aussi mal que ça en avait l'air, que quelqu'un allait arranger ça. Mais il ne pouvait pas parler. Il fut emmené à l'hôpital, où les médecins confirmèrent ce qu'il savait déjà. Sa clavicule était cassée, sa lèvre aurait besoin de points de suture et il serait absent du travail pendant des semaines. L'infirmière lui posa des questions avec douceur, mais son regard laissait deviner ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Combien de fois cela était-il arrivé à d'autres personnes sans surveillance? Alors que la soirée s'installait, le silence emplit la pièce. Camilla était assise à côté de lui, la tête appuyée contre son épaule indemne. Matteo essaya de ne pas pleurer. Non pas parce que ça faisait mal, même si c'était le cas, mais parce qu'il avait marché droit toute sa vie. Il avait suivi les règles. C'était s'était montré respectueux. Et pourtant, cela n'avait pas eu d'importance. La porte s'ouvrit 2 heures plus tard, silencieusement, et il était là. Ricardo Alvarez.
Il n'avait pas porté de costume depuis des années, mais quelque chose dans sa posture était revenu. Une vieille flamme derrière ses yeux. Il entra lentement, observant son fils, l'écharpe autour du cou, les points de suture sur sa lèvre. Il ne parla pas tout de suite. Il posa simplement une main délicatement sur la jambe de Matteo, puis regarda l'infirmière. Il demanda ce qui s'était passé. Et le ton de sa voix, calme, posé, mais tranchant comme une lame, réduisit la pièce au silence. Matteo, malgré la douleur, la ressentait dans sa poitrine. Quelque chose avait changé. Parce qu'ils avaient blessé le mauvais garçon. Et Ricardo Alvarez n'était plus seulement un père discret. Il était redevenu juge. La ville tenta de le faire disparaître, avant même que les lumières de l'hôpital ne s'éteignent, avant que Matteo Alvarez puisse dormir une nuit entière sans se réveiller de douleur. Le bureau du shérif publia un communiqué. Ils parlèrent d'un malheureux malentendu. L'huissier Harlan crut que le garçon était armé. Matteo lut ces mots, incrédule. Depuis son lit d'hôpital, la clavicule lourde sur sa poitrine, une douleur sourde la laissait percer. Il se souvint de la torsion brutale de son bras, du sol froid pressé contre sa joue, et de la voix d'Harlan, chargée de quelque chose qui ne ressemblait pas à de la peur, mais plutôt à du mépris. Mais armé? Non. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y en avait jamais eu. Personne du tribunal ne tendit la main. Pas d'excuses. Pas d'enquête, aucune vidéo diffusée, juste le silence et un mensonge soigneusement formulé qu'ils espéraient voir le monde accepter. Mais le père de Matteo ne resta pas silencieux. Ricardo Alvarez, autrefois juge réputé pour sa farouche indépendance et son sens moral aigu, réintégra le monde juridique sous une nouvelle forme, cette fois non pas comme juge, mais comme père. Il déposa une plainte officielle dénonçant un usage excessif de la force et un abus d'autorité. La plainte à elle seule fit sensation au palais de justice. Mais le véritable tremblement de terre survint lorsque Ricardo fit venir un homme que la ville craignait encore plus qu'un ancien juge, Isaiah Boone. Boone n'était pas tape à l'œil. Il ne faisait pas de longs discours et ne se présentait pas avec un entourage. Mais sa réputation suffisait à mettre les avocats de la défense en déroute. Il avait le don de décortiquer les systèmes jusqu'à ce que la pourriture sous-jacente soit exposée au grand jour. Lorsqu'il accepta de prendre en charge le dossier de Matteo, ce n'était plus un appel à la justice de la famille. C'est devenu une guerre juridique. Presque immédiatement, le palais de justice commença à se resserrer. Les archives internes furent scellées. Déclaration réécrite. Ils affirmaient que Matteo avait résisté à son arrestation, même si aucune arrestation n'était enregistrée. Ils affirmaient qu'il était devenu agressif, bien qu'aucun rapport d'incident ne le corrobore. C'était comme s'ils essayaient de reconstruire une nouvelle réalité, brique par brique, en espérant que personne ne remarquerait les failles. Mais Boone l'a remarqué. 2 semaines après le début de l'enquête, il a demandé les images de surveillance du couloir du jour de l'incident. Le greffier chargé de la tâche a hésité. Boone a attendu. Puis, la réponse est arrivée. Aucune image disponible. Pressés, ils ont prétendu qu'elles avaient été perdues à cause d'un problème technique. Boone a demandé les archives informatiques. Ce qu'il a trouvé n'était pas un problème, mais une suppression. Quelqu'un avait délibérément effacé le segment horodaté des serveurs du tribunal. Cette séquence, qui aurait montré Matteo se tenant tranquillement devant la salle de mentorat avant d'être plaqué au sol, avait disparu. Boone a révélé la suppression, et la situation s'est encore aggravée. Une ancienne greffière, qui avait mentionné avec désinvolture avoir vu les images avant leur disparition, avait été licenciée quelques jours plus tard. Sans explication, sans audience, juste escortée hors du bâtiment et remplacée par quelqu'un de plus jeune, de plus discret.
Le conseiller d'orientation de Matteo, qui avait initialement proposé d'écrire une lettre de moralité en son nom, a cessé de le rappeler. Lorsque Boone l'a finalement contacté, sa voix était basse et nerveuse. Elle a dit qu'on lui avait dit de rester en dehors de ça. Elle n'a pas dit par qui. Matteo a commencé à sentir les murs se resserrer. Il a vu comment la ville s'efforçait de protéger les siens. Il a marché dans la rue et a senti des regards sur lui. Il a vu ses voisins se taire. Ses amis d'école ont gardé leur distance. Sa vie, autrefois si petite et si stable, était devenue le centre de quelque chose de trop grand et de trop dangereux. Et puis vint l'audience préliminaire. Matteo est entré dans la salle d'audience flanqué de Boone et de son père. Il portait une écharpe et se déplaçait lentement, mais gardait le menton haut. De l'autre côté de la salle, l'huissier Harlan était assis, entouré de ses pairs. Des policiers en uniforme étaient alignés sur les bancs derrière lui. Certains chuchotaient entre eux, d'autres arboraient un sourire narquois, et Harlan souriait, un sourire narquois, froid et confiant, sans la moindre trace de regret. Il regardait Matteo comme un homme intouchable. Boone remarqua son sourire, et il attendit. Cet après-midi-là, devant le palais de justice, des journalistes se rassemblaient pour une conférence de presse. Boone se tenait sur les marches, la voix calme, les mots posés. Il ne se sique. L'effet d'entraînement fut immédiat. Les journalistes se précipitèrent pour vérifier. Les micros changèrent de direction. Les caméras zoomèrent. En quelques heures, la nouvelle fit le buzz sur toutes les grandes chaînes. Le titre défila sur les téléscripteurs et emplit les fils de discussion en lignes de fureur et d'incrédulité. Un huissier raciste cassa la clavicule d'un adolescent mexicain. Il ignorait qu'il était le fils d'un juge célèbre. Ce n'était plus un incident discret, enfoui dans la bureaucratie. C'était une affaire nationale. Et cela changea tout. En coulisses, des hommes puissants commencèrent à paniquer. Dans l'arrière-salle sombre et enfumée d'un ancien club social du centre-ville, 3 hommes se réunirent à voix basse. William Hawthorne, un ancien juge au sourire poli et à l'habitude de rendre des décisions soigneusement enfouies, était assis au bout de la table. À sa droite se trouvait le chef Wendell Marks, le plus haut gradé de la police de la ville, en costume impeccable, impassible, connu pour sa maîtrise du récit. À gauche était assis le conseiller Bradley Quinn, dont l'influence sur les budgets des tribunaux avait longtemps fait de lui un faiseur de roi silencieux dans la politique municipale. Tous 3 avaient un passé avec Harlan, des années de faveur, des années de dossiers scellés et de plaintes cachées. Ils l'avaient déjà couvert, des voix étouffées, des reproches détournés. Mais cette fois, la situation leur avait échappé. Hawthorne tapota du doigt la table polie et dit ce qu'ils évitaient tous. Si ce garçon continue d'insister, si cet avocat continue de creuser, ils seront tous démasqués. De vieilles fautes, des affaires enfouies, un réseau de manipulation qui les avait soutenus pendant des années. Il prononça ces mots froidement. « Faites taire ce garçon, ou nous brûlerons tous. » Et d'un seul coup, le système, blessé et désespéré, commença à se ressaisir. Matteo, conscient maintenant que son combat avait soulevé des géants, ne faiblit pas. Mais le poids s'alourdit. Chez lui, Camilla demanda pourquoi des hommes en costume se trouvaient soudainement devant leur immeuble. Ricardo ne répondit pas. Les voisins chuchotaient, et une nuit, un homme en voiture s'est garé devant leur fenêtre pendant des heures, observant simplement. Boone a déposé une demande de protection judiciaire et s'est préparé à ce qu'il savait être la suite. Il ne s'agissait plus d'un huissier. Il s'agissait d'une machine, puissante, expérimentée et effrayée. Mais il ne s'attendait pas à ce que le garçon continue à marcher. Droit, imperturbable, et il ne s'attendait pas à ce que le juge revienne. Pas au tribunal, mais au combat. La salle d'audience était bondée. Pas seulement pleine, mais bourdonnante de tension, de celles qui s'accrochaient au mur et rendaient l'air lourd. Des dizaines de personnes étaient alignées sur les bancs à l'intérieur,
les yeux rivés sur le devant, tandis que des centaines d'autres se tenaient dehors sous un ciel nuageux, tenant des pancartes avec le nom de Mateo Alvarez écrit en lettres majuscules. Certaines indiquaient « Justice pour Mateo », d'autres montraient simplement le contour d'une clavicule cassée. La presse était partout. Des microphones étaient empilés sur des trépieds. Les corps de reportage encombraient d'ailleurs le terrain du tribunal. Ce qui avait commencé comme une injustice silencieuse était devenu un jugement national. À l'intérieur, la juge Denise Roland siégeait. Elle avait la réputation d'être dure mais juste, le genre de juge qui ne tolérait pas le chaos dans sa salle d'audience et se targuait de sa neutralité. Mais Boone remarqua très tôt que quelque chose clochait, subtilement au début. Des requêtes qui auraient dû être approuvées furent soudainement retardées. Des témoins connaissant parfaitement le passé de Harlan furent discrédités avant même de témoigner. L'une fut qualifiée de peu fiable, une autre affirma avoir reçu un appel l'invitant à ne pas témoigner, sans toutefois préciser de qui. Et le plus troublant, lorsque Boone demanda l'accès aux images de sauvegarde secondaire du tribunal, le serveur d'urgence qui enregistrait les données séparément pour des raisons de sécurité. Sa requête fut catégoriquement rejetée. Sans raison. Juste bloqué. Cela ne passait pas. Mais Boone n'était pas novice en matière de corruption. Il avait déjà traité des cas comme celui-ci où la corruption ne provenait pas d'un seul agent, mais d'un réseau de protection et de silence. Il avait appris à chercher non seulement ce qui était là, mais aussi ce qui manquait. Et il avait appris à faire confiance à des sources inattendues. 2 semaines plus tôt, une simple enveloppe était arrivée au bureau de Boone. Pas d'adresse de retour, pas d'inscription. À l'intérieur se trouvait une clé USB, enveloppée dans une bande de tissu jaune. Il avait failli la jeter, mais son poids le fit s'arrêter. Lorsqu'il ouvrit la vidéo, son souffle se coupa, granulé, tremblant, mais indéniable. La vidéo avait clairement été enregistrée sur un téléphone. Probablement caché dans une poche, à en juger par l'angle. Boone reconnut immédiatement le couloir, même sol en marbre, même porte d'audience au bord en laiton. Il vit l'huissier Travis Harlan entrer dans le cadre. Mateo était adossé au mur, calme, attendant, inconscient de ce qui allait arriver. Harlan n'hésita pas. Il l'attrapa, l'éloigna du mur et, sans prévenir ni dire un mot, le plaqua au sol. Mateo ne résista pas. Il ne parla pas. Il était juste là. C'était tout ce que la ville avait nié. Boone ne se précipita pas pour diffuser la vidéo. Il attendit. Le tribunal devait l'entendre après la version de la défense, après la présentation des mensonges. Il savait que le timing pouvait percer plus profondément que la seule vérité. Le jour de l'audience, Boone garda la clé USB dans la poche intérieure de son manteau, suffisamment près pour en sentir la forme contre sa poitrine. Mateo était assis à côté de lui, vêtu d'un costume bleu marine repassé, l'écharpe toujours au bras, l'expression indéchiffrable. Mais ses mains ne tremblaient pas. Sa mâchoire était serrée. L'audience se déroula lentement au début. La défense répéta les mêmes arguments. Mateo avait semblé suspect. L'huissier craignait qu'il ne cherche quelque chose. Il n'avait pas le choix. Boone regarda les jurés se s'agiter. Certains griffonnaient des notes, d'autres évitaient le contact visuel. Même la juge Roland s'agita sur sa chaise, sans rien dire. Puis Boone se leva. Sans élever la voix, sans marquer de pause pour faire effet, il annonça que de nouvelles preuves avaient été présentées. Il inséra la clé USB dans l'écran de la salle d'audience. Les lumières s'éteignirent légèrement. L'écran vacilla, et la vidéo se lança. La salle d'audience se figea. On entendait des respirations s'arrêter, des crayons tomber. Les images granuleuses se déroulaient dans une horreur sourde et silencieuse. Pas d'armes, pas de lutte. Juste un adolescent en sweat à capuche et jean, attendant sa sœur, et un homme en uniforme qui voyait une menace là où il n'y en avait pas. Les mains de la juge Roland se figèrent.
Son visage, toujours calme, perdit ses couleurs. Elle se pencha légèrement en avant sur sa chaise, comme pour essayer de ne pas voir ce qu'elle voyait. Derrière Boone, la galerie haleta. Des personnes se déplacèrent. Certains se couvrirent la bouche. Une femme ferma les yeux. Même Harlan, assis à la table de la défense, se raidit. Toute la matinée, il avait eu l'air suffisant, esquissant de discrets sourires, adossé à sa chaise avec assurance. Mais maintenant, il se penchait en avant, clignant des yeux, les lèvres entr'ouvertes d'une manière qui trahissait, pour la première fois, l'incertitude. Boone ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Lorsque l'écran devint noir, le silence emplit la salle. La juge Roland baissa les yeux sur ses mains, puis sur Harlan, puis sur Boone. Elle prit son marteau et le frappa avec une force telle qu'il résonna. La salle d'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Des halètements suivirent en ces paroles. Les journalistes se précipitèrent dehors. Les téléphones s'allumèrent. Les réseaux sociaux explosèrent de gros titres, d'extraits, de spéculations. En moins d'une heure, les images étaient partout. Les présentateurs des principaux journaux télévisés les repassèrent image par image. Les analystes juridiques débattaient des conséquences. Les défenseurs des droits civiques réclamèrent une enquête approfondie. La ville, qui tentait autrefois de masquer une simple fissure, risquait maintenant l'effondrement du mur tout entier. Mais Matteo ne se réjouissait pas. Ce soir-là, alors que sa famille s'asseyait pour dîner, essayant de respirer après des jours de stress, un violent fracas brisa le silence. La fenêtre de leur salon avait été brisée. Des éclats de verre jonchaient le sol. Camilla hurla. Matteo courut à la fenêtre, le cœur battant, mais la rue était déserte. Par terre gisait une pierre. Autour était attachée une bande de papier. « Arrêtez » ou « On vous arrête ». Ricardo appela la police, mais personne ne vint pendant des heures. Boone arriva avant eux, il se tint à côté de Matteo dans la vitre brisée et lui dit quelque chose de froid et d'honnête. Ce n'était pas la fin. Cette vérité a toujours attiré des ombres, mais Matteo n'a pas bronché. Boone a déposé une demande de protection judiciaire d'urgence. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place pour la famille. Mais plus il examinait le dossier de Harlan, plus les choses devenaient sombres. Il a trouvé quelque chose enfoui sous des couches de paperasse. Une affaire classée 5 ans auparavant concernant un adolescent noir blessé lors d'une arrestation au tribunal. Ce garçon avait également été hospitalisé. Les accusations? Un non-lieu discret. Pas de rapport public. Pas de couverture médiatique. Et le juge qui avait présidé l'affaire? William Hawthorne. Le lien n'était plus une théorie. C'était une chaîne. Harlan, Hawthorne, les policiers, les dossiers. Les témoignages scellés, tout était lié. Matteo comprit le schéma et quelque chose en lui se solidifia. La peur qui l'habitait autrefois fut remplacée par quelque chose de plus vif, de plus fort. Il se tenait plus droit maintenant, même lorsque la rue était calme, même lorsque des regards le fixaient de l'autre côté de la rue. Il marchait avec le poids de la vérité, non seulement pour lui-même, mais pour chaque personne dont la douleur avait été réduite au silence avant lui. Le lendemain, alors que les caméras le suivaient jusqu'à un rassemblement communautaire devant le palais de justice, un journaliste lui demanda s'il avait peur. Il regarda droit dans l'objectif, d'une voix calme et assurée. « Je n'ai pas peur. Je ne les laisserai plus se cacher. » 4e partie. Le banc qui sait silence. La salle d'audience n'appartenait plus à la ville. Elle était devenue un symbole, une scène, un champ de bataille. Le jour de l'audience finale, les rues entourant le palais de justice étaient envahies de manifestants, de corps de journalistes et de barricades. Les chants résonnaient comme des vagues s'écrasant contre une digue. L'air était chargé de tension et d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, les nuages se sont dissipés
et la lumière du soleil a traversé les étroites fenêtres de la salle d'audience 4B, une lumière qui semblait presque délibérée. À l'intérieur, tout semblait différent. Les murs qui portaient autrefois le poids du silence et de la complicité portaient désormais le poids de la vérité. Un nouveau nom était assis derrière le bureau surélevé, le juge Alan Reyes. Connu pour son intégrité et sa résistance à l'influence politique, Reyes affichait un visage à la fois sage et las. Il avait examiné chaque motion, étudié les images, image par image, et lu les dossiers scellés qui avaient été dissimulés sous des couches de mensonges. Des agents fédéraux encadraient la salle d'audience, leur présence non seulement pour maintenir l'ordre, mais aussi pour assurer la protection. Trop de personnes avaient été menacées. Trop de vérités avaient failli être ensevelies. Le juge Ricardo Alvarez était assis au premier rang, non plus derrière le banc, mais désormais pair parmi le public. Sa main reposait sur celle de Matteo, stabilisant les doigts tremblants du garçon. Le bras de Matteo était toujours en écharpe, toujours en convalescence après sa fracture. Pourtant, son regard exprimait quelque chose de plus fort que la douleur, la détermination. Le juge Reyes a ouvert l'audience avec une précision calme. Sa voix était basse, posée et ferme, tranchant le bruit extérieur comme un scalpel. C'est ça, c'est Ce tribunal a examiné les preuves. La vidéo soumise par la défense a été authentifiée par des experts légistes fédéraux. Les événements présentés, l'usage illégal de la force par l'huissier Harlan contre Matteo Alvarez, sont incontestables. Un silence s'est abattu sur la galerie. On n'entendait même pas le cliquetis des caméras. Ce tribunal reconnaît l'existence d'un système d'obstruction, d'intimidation et de discrimination raciale ciblée liée à des personnes en position de pouvoir. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits, étayés par des dossiers, des témoignages corroborés et, désormais, des preuves visuelles indiscutables. Il tourna son regard vers la table de la défense. Harlan, qui n'était plus en uniforme, était assis, figé. Il paraissait plus âgé. Sa suffisance avait disparu. Son avocat, assis à côté de lui, tournait les pages en vain. Les images avaient accompli ce que des semaines de requêtes, d'appels et de plaidoiries n'avaient pas réussi à faire. Elles avaient brisé l'illusion d'innocence. Huissier Darren Harlan, déclara Reyes d'une voix ferme mais posée, vous êtes par la présente démis de vos fonctions, accusé d'agression au 3e degré, d'abus d'autorité et d'entrave à la justice. Vos actes étaient non seulement criminels, mais lâches. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. L'espace d'un instant, même les caméras se figèrent. Harlan tenta de parler, mais son avocat lui posa la main sur le bras. Il n'y avait plus rien à discuter. Mais le juge Reyes n'avait pas terminé. Il ouvrit un dossier estampillé, confidentiel. Le sceau se fendit comme un coup de feu. Ce tribunal a également examiné des documents scellés concernant une affaire de 2009 impliquant un autre jeune adolescent noir, Jamari Thomas, qui avait subi des blessures sous la surveillance de Harlan. L'affaire a été classée, les dossiers scellés et l'agent innocenté. Le juge qui présidait à l'époque. William Hawthorne, des murmures ont éclaté. Reyes poursuivit. Tu vois cette tâche. Des documents complémentaires relient le juge Hawthorne, le chef de police Wendell Marks et le conseiller municipal Bradley Quinn à un schéma plus large de répression systémique. Les preuves comprennent des rapports falsifiés, des images de surveillance cachées et des déclarations de témoins obtenues sous la contrainte. Tout cela suggère une action coordonnée pour dissimuler les abus. Personne dans la salle ne respirait. Le poids de ce qui était dit semblait trop énorme pour être pleinement saisi.
Par conséquent, ce tribunal transmet ses conclusions au ministère de la Justice. Les mandats d'arrêt contre les juges Hawthorne, le chef Marks et le conseiller municipal Quinn ont été approuvés et seront exécutés immédiatement. Une vague d'énergie traversa la salle. Certains restèrent debout, stupéfaits. D'autres pleuraient. Les journalistes s'empressèrent de capturer chaque mot, chaque réaction. Dehors, le bruit des acclamations s'éleva à travers les vitres comme le tonnerre brisant un long silence. Matteo resta assis. Ses épaules ne se soulevèrent pas, son visage ne sourit pas, mais sa main se referma lentement en un point, puis se rouvrit. Le souffle qu'il laissa échapper semblait porter le poids de semaines, voire d'années. Après le coup de marteau, les journalistes se précipitèrent sur les marches du tribunal. Caméras braquées, micros tendus comme des épées, Matteo sortit avec son père, flanqué de gardes fédéraux. Le bruit autour de lui ne le fit pas trembler. Ni les flashs des appareils photo, ni les appels soudains de son nom. Il marqua une pause, une seule fois, lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait d'avoir enfin gagné. Il ne cria pas, il ne sourit pas. Il se pencha légèrement vers le micro le plus proche et parla avec la même force tranquille dont il faisait preuve depuis le début. Il dit qu'il n'était pas spécial simplement parce que son père avait été juge. Il était juste un enfant qui avait été blessé, un enfant qui ne s'était pas défendu, un enfant qui n'avait même pas compris au début pourquoi cela lui était arrivé. Et s'il avait obtenu justice, ajouta-t-il, c'était parce que quelqu'un avait décidé de l'écouter. Il dit qu'il voulait un système qui écoute tout le monde, puis il descendit les marches, laissant derrière lui une mer de lumière clignotante et de voix, marchant non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait survécu au système qui tentait de l'écraser. Quelque part derrière lui, le banc de marbre de la salle d'audience 4B était vide. Le silence qu'il laissait derrière lui en disait plus que n'importe quel verdict. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau commençait. Pas une victoire, mais un jugement.